Alors, bonjour Corinne. Bonjour Rosanne, Je je suis ravie suis... d'être là. Également. On a le sourire et on rigole. C'est C'est ça. le petit stress du début, c'est normal. Je suis ravie qu'on prenne le temps d'échanger ensemble, qu'on se consacre ce moment. Donc, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Alors, on a déjà eu l'occasion de faire connaissance on a déjà eu un échange où tu m'as un petit peu partagé ta vision de la vie, ta vision pour être plus épanouie dans un monde plus humain. Donc, c'est une vision qui a résonné pour moi. Donc, j'ai pu un petit peu l'explorer, mais j'ai pas voulu voilà, trop l'explorer pour me garder aussi la curiosité d'aujourd'hui pouvoir en savoir plus. Et donc, je suis vraiment heureuse de pouvoir prendre ce moment aujourd'hui, de le partager avec toi et puis de le partager du coup avec toutes les personnes qui vont nous écouter. Alors, pour démarrer, j'aimerais te demander qui tu es aujourd'hui. Ah, très bonne question, effectivement. Merci de me l'avoir posée, Rosanne. Donc moi, aujourd'hui, je suis une femme qui est épanouie, qui se sent à sa place, aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Je suis quelqu'un qui s'est trouvé. Voilà, je dirais ça, qui s'est trouvé, qui s'est rencontré. Et tu t'es trouvé. Quand est-ce que tu t'es trouvé? Ouf, ça s'est passé dans on va dire dans les 2 dernières années. Euh, j'ai pris des décisions que je n'avais jamais prises. En tout cas, j'ai fait le choix à un moment donné, donc il y a 2 ans et demi, de changer de vie, tout simplement, Mhm. de changer de vie professionnelle. À ce moment-là, j'ai pris la première décision de ma vie pour moi seule. Alors, quel âge as-tu, Corinne? Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as? Alors, j'ai 47 ans. Ok, Donc cette première décision s'est passée, c'était oui, il y a 2 ans et demi, donc j'avais 44 ans. ok. Et c'était la première fois que je prenais une décision rien que pour moi, sans penser à faire plaisir aux autres, que ce soit mes parents, ma famille, mon mari, mes enfants, mes collègues. J'ai vraiment prise rien que pour moi. Enfin, voilà, la vie m'a amenée à inverser les choses, pas à devenir égoïste ni égocentrique, mais à mettre mon bien-être en priorité pour derrière être bien avec les autres. Et en tout cas, apporter du bien-être aux autres. Ok. Donc aujourd'hui, tu te dis, ouais, épanouie, tu dis que tu t'es trouvée, et tu dis que la vie t'a amené à. C'est-à-dire que c'est pas toi à l'initiative, pour toi, c'est la vie qui t'a amené à. Qu'est-ce que tu veux Oui, dire par là? Oui, parce que j'étais dans une vie toute tracée depuis mon enfance, ma sortie d'études, vie professionnelle classique, salariée, une envie d'évoluer dans la société, mais parce que c'était aussi une volonté de mon papa en l'occurrence, qui avait envie d'une fille qui allait devenir cadre sup, tout simplement. Ok. Et donc j'ai transposé son rêve en mon rêve. J'ai cru que c'était ma volonté à moi. Je m'épanouissais dans ma vie professionnelle. Et donc la vie m'a donné un premier coup d'arrêt par un licenciement économique dans le job dans lequel j'étais, en tout cas dans l'entreprise dans laquelle j'étais depuis 17 ans. Un premier coup d'arrêt que je n'ai pas voulu comprendre comme un coup d'arrêt, mais plutôt comme un moteur vers autre chose. Et puis finalement, l'étape d'après, le job d'après, ne répondait plus du tout à mes besoins d'épanouissement professionnel, de challenge. Et c'est là où j'ai eu mon second coup d'arrêt qui là a été brutal, violent, c'est un épuisement professionnel. Donc du jour au lendemain, j'étais incapable physiquement d'aller au travail. Donc ça faisait combien d'années que tu travaillais? Presque 20 ans. Ouais, Ok. 20 ans. Et 20 pendant ans. ces 20 ans, comment tu l'as vécu cette vie? Parce que tu disais que effectivement tu t'es approprié l'ambition qu'avait ton père pour toi. Et donc pour le coup, tu le croyais vrai. En tout Tout cas, à ce qui était fait. vrai sur le moment. Et donc, comment tu as vécu ces 20 ans avant d'en arriver du coup, à ce que ton corps t'envoie des signaux? Je pense que je l'ai vécu comme beaucoup de personnes, un jour après l'autre, sans forcément penser, en fait, en pensant de la même manière que la majorité des personnes. Je me lève le matin, je vais travailler, je m'occupe de ma famille, je pars en vacances, je paye mes charges. euh,
je passe du temps de temps en temps avec des amis. Si j'ai le temps, je vais faire du sport. Mais en général, je n'ai pas le temps. Et donc, j'ai vécu ces années-là faites sans réfléchir, sans me poser de questions, en me disant je ne sais même pas je vis ma vie, c'est je vis, tout simplement. Je vis un jour après l'autre et je ne sais pas, même demain sera la même chose qu'hier ou qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suppose que tu as un regard sur cette Corinne, du coup, avec une toute autre vision. Pour autant, moi, j'aurais tendance à dire que quand on est dans cette... en fait, on se pose des questions au moment où il faut s'en poser. Enfin, on a chacun à des moments de vie soit on est bien, soit on ne l'est pas. Et donc, si on ne l'est pas, il y a une remise en question qui peut du coup se mettre en place. Et toi, c'est ce qui s'est passé avec le burn-out. Mais pendant ces 20 ans-là, tu te sentais heureuse? Tu dirais que tu étais heureuse? Comment tu décrirais comment tu te sentais? Je me sentais heureuse, effectivement. Je me sentais heureuse, épanouie, équilibrée, avec un équilibre pro-perso, parce que j'étais heureuse dans mon travail où j'avais justement le challenge que je voulais, j'étais utile dans mon job. À côté de ça, j'avais ma vie d'épouse et de maman qui me satisfaisait parce que j'avais du temps quand même à consacrer à mes enfants. C'est aujourd'hui, avec le recul, quand je regarde la manière dont je me comportais, les réactions que je pouvais avoir, qu'aujourd'hui, je me dis finalement, je n'avais pas cet équilibre-là, je n'étais pas bien. Mais à l'époque, on m'aurait posé la question, est-ce que tu es heureuse? J'aurais dit oui. Donc, on peut dire qu'il y avait une Corinne heureuse dans un paradigme de vie jusqu'à donc cette période où tu as vécu du coup. Donc, je ne sais pas si c'est un burn-out. Je crois que tu m'avais parlé de burn-out. Oui, un burn-out, oui. Voilà. L'ennui. Voilà, L'ennui au bah, travail. tu vas du coup nous en parler. Donc, il y avait cette Corinne heureuse qui vivait dans ce paradigme-là. Et il y a aujourd'hui, après cette transition, alors si on peut appeler ça j'allais dire une crise de vie, ou après c'est vrai que le terme crise, il est un peu dur, je trouve, mais une transition à la de vie. Aujourd'hui, une Corinne qui est épanouie et heureuse dans ce paradigme-là. Est-ce que tu peux revenir sur cette transition de vie, donc ce bore-out? Donc tu vivais cette vie heureuse dans ton paradigme qui te correspondait à l'époque. À quel moment ça bug? Alors, ça a bugué, tout simplement en termes de date, typiquement. Factuellement, c'était en août 2018. Un matin, j'ai été incapable de quitter la maison. C'était un lundi matin. Ça faisait 2 semaines que En fait, j'étais dans un poste depuis décembre de l'année précédente, donc ça faisait moins d'1 an. Dans lequel j'étais responsable de projet dans une société, dans une holding, dans laquelle, quand je suis arrivée, je suis arrivée pour un poste en particulier, mais qui n'a pas été, ils n'ont pas été en mesure de me mettre à disposition les moyens de réaliser ce poste-là dans l'immédiat, mais ça allait se faire plus tard. Donc, j'ai eu comme mission un projet qui était de belle envergure, c'était un très beau projet d'entreprise qui d'ailleurs a emporté l'engouement de beaucoup d'équipes opérationnelles. Donc, c'était chouette parce que forcément, on voit qu'on avait, il fallait pas aller chercher les gens les personnes, les salariés pour les emmener dans le projet. Ils étaient vraiment très, très force de proposition et avaient vraiment envie de faire évoluer les choses. Donc, c'était super. La seule difficulté, c'est que j'étais sur un seul projet. Et quand on est responsable de projet et qu'on a un seul projet, on n'est pas occupé à temps plein. Donc, factuellement, c'était ça. J'avais des journées qui n'étaient pas occupées à temps plein, ni des semaines. Et moi, je suis quelqu'un qui ne se satisfait pas de se dire, j'ai mon salaire à la fin du mois, je vais bosser, je vais au bureau tous les matins, même si je ne suis pas occupée, tout va bien. Non, je ne fonctionne pas comme ça. Et donc, j'étais dans cette idée soit d'attendre, soit d'aller voir ailleurs. Aller voir ailleurs, c'était une possibilité, mais je me voyais en fait dépérir, en tout cas intellectuellement parlant. Je sentais que je ne réagissais, c'était plus aussi fluide ni réactif au niveau du cerveau, parce que moins on en fait, ça fonctionne comme ça, moins on en fait, moins on a envie d'en faire.
très vrai. Donc, j'avais du mal à me projeter dans dans un futur job. Et puis sinon, l'autre option, c'était d'attendre une évolution, voilà, qu'il y ait plus de matière dans mon job. Et puis finalement, mon corps, il n'a pas su attendre. En tout cas, il a fait ce qu'il avait à faire parce qu'il m'a certainement envoyé des signaux que je n'ai ni vus ni entendus. Parce que je n'étais pas non plus entourée de personnes qui avaient fait des épuisements professionnels. Et puis, je pense qu'on se dit toujours, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Je suis plus forte que tout le monde. Et puis, voilà, on y en a d'autres dans cette situation-là. Pourquoi moi, je tomberais? Et donc, ce fameux 26 août 2018, j'ai été incapable de quitter la maison. Je me souviens, j'avais les clés enfin, voilà, j'étais prête, j'avais mon ordinateur à la main, ma clé de voiture dans l'autre main, et incapable de franchir le seuil de la maison. Donc, je me suis mise dans le canapé en me disant, je vais repartir voilà, d'ici un quart d'heure, et je ne suis jamais repartie. Et là, ça a été un coup d'arrêt parce que je n'ai pas compris ce qui se passait. J'ai mis du temps à mettre des mots dessus et j'étais incapable j'ai jamais été capable de retourner travailler. Mais comment tu dis que tu n'as pas été capable de quitter la maison? Ça, concrètement, dans dans ton corps, dans ton être, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que, parce que ça, c'est aussi intéressant ce que tu viens de partager sur le fait que on se dit, voilà, c'est pour les autres. Alors en plus, bore-out, on se dit, c'est pas le burn-out. Enfin, c'est très récent, le fait de mettre des mots sur l'ennui au travail, le bore-out, le fait de s'ennuyer, effectivement. Alors la question, moi, que je pose là, je sais pas si toi, si tu as un avis là-dessus, mais c'est une question générale de, ouais, mais peut-être qu'on n'est pas tous faits, enfin, qu'on n'est pas fait pour travailler, j'allais dire 35, 40 heures par semaine. Si on avait des journées aussi plus courtes, ça c'est la question du temps de travail, c'est une autre question. Peut-être qu'on aurait moins de bore-out, en fait, et qu'on aurait plus d'intensité et la possibilité de faire plein d'autres choses à côté du travail. Mais c'est très récent, je trouve, de vraiment parler du burn-out, du brown-out aussi, qui est le manque de sens au travail. Et donc, effectivement, je pense que collectivement, on a un peu cette image du burn-out. Et encore dans le burn-out, les fameux signaux du corps. En fait, il y a plein de personnes qui se disent non, mais moi j'ai entendu un tel qui un matin n'a pas pu se lever de son lit, ou alors j'ai quelqu'un qui a eu une grave maladie, ou j'ai quelqu'un je connais quelqu'un qui à un moment voilà s'est pété la jambe, voilà le signe que son corps finalement ne voulait plus qu'il se bouge. Enfin voilà. Et donc du coup, tant qu'on n'arrive pas à ces choses qui sont factuellement graves et qui mènent potentiellement à voilà si je me pète la cheville ou si je me pète la jambe ou si je me bloque totalement le dos, bah voilà, je dois être pris en charge médicalement. Bon, bah c'est pas ça en fait. Et donc, je me retrouve pas forcément là-dedans. Du coup, toi, qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps ou dans ton être, je sais pas comment tu le décrirais, qui fait que tu n'as pas pu avancer? Est-ce que tu as eu un truc physique ou est-ce que c'est juste alors c'est pas le terme, hein, mais c'est juste un blocage que tu saurais pas expliquer. En soi, tu aurais pu y aller, mais t'avançais pas. Enfin, ça m'interpelle vraiment et je crois que ça peut être aussi intéressant pour les personnes qui nous écoutent d'en savoir plus. Oui. En fait, aujourd'hui, j'ai du mal à l'expliquer. Mais pour moi, j'étais incapable de franchir le seuil de la maison. C'est pas que j'étais incapable de mettre un pied en avant, puisque j'étais capable de retourner au canapé. C'était en arrière. Intéressant. Voilà. Mais pour moi, j'ai été vidée, en fait. Ok. Une sensation de perte totale d'énergie. Et c'est là où j'arrive pas aujourd'hui à décrire concrètement ce qui s'est passé. Mmh. Mais je me souviens encore très bien avoir dit à mes enfants qui étaient là dans le salon à ce moment-là, leur dire « je me sens pas capable de partir ». Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment cette sensation d'être vidée, de n'avoir aucune énergie, pas d'être fatiguée, parce que voilà, ça arrive à tout le monde d'être fatigué, de se dire « je retournerais bien me coucher ». Mais là, c'était vraiment une sensation de je me sens vraiment pas du tout capable de monter en voiture, de faire la route, de partir travailler. C'est vraiment une sensation de, tout simplement, oui, c'est ça, je pense que c'est comme une batterie, en fait, qui serait totalement déchargée et qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de se poser en se disant, bah, je vais attendre, comme quand son téléphone est déchargé et qu'on le met sur batterie pour le temps qu'il se recharge. Et puis,
En l'occurrence, la batterie a mis très longtemps à se recharger. Ouais. Et ça, je ne le savais pas à ce moment-là. C'est vraiment comme ça que je le traduis. Donc, tu te rassois sur ton canapé et tu n'arrives pas à redémarrer. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe parce qu'en plus, ça ne revient pas. Voilà, la batterie ne se recharge pas au fur et à mesure de la matinée. Donc, je ne sais pas comment j'ai réussi à prendre rendez-vous chez le médecin et aller la voir. Elle m'a arrêtée pour une semaine. Elle m'a donné prescrit des médicaments très, très doux dans un premier temps parce qu'elle a assimilé ça à un petit coup de fatigue. Et puis au fur et à mesure des jours, en fait, il n'y avait pas de regain d'énergie. C'était toujours une batterie à plat, c'était des pleurs, c'était sans raison, c'était une énorme fatigue, c'était une envie de rien, tout simplement. Franchement, c'était des... T'étais éteinte. Voilà, c'est ça, j'étais totalement éteinte et puis ça a duré effectivement sur la semaine et puis sur les semaines qui ont suivi, sur les mois qui ont suivi. Est-ce qu'au départ, tu fais le lien avec, ce que tu vivais professionnellement? À partir de quel moment Non. tu fais le lien? Je dirais plus. Alors, je pense que j'ai mis quand même plusieurs semaines pour mettre au moins plusieurs jours, voire même quelques semaines pour pouvoir comprendre de quoi il s'agissait et là où, ce qui m'a aidé, c'est de me faire accompagner, c'est d'avoir des personnes qui m'ont écoutée, à qui j'ai expliqué ce qui se passait en moi, ma situation personnelle, ma situation professionnelle. Et le fait d'expliquer ma situation professionnelle, les personnes m'ont dit, ben oui, mais c'est normal. Vu ce que vous me décrivez, c'est normal que vous ayez réagi comme ça, que votre corps ait réagi de cette manière-là. Et quand on nous le dit une fois, deux fois, trois fois, on finit par l'intégrer. Parce qu'au départ, on pense que c'est nous, on pense que que c'est notre faute, c'est nous qui ne sommes pas, assez forts, ou qui sommes feignants. Même si ce mot-là, je le mettais pas parce que je sais que je ne suis pas du tout, c'est pas du tout mon état d'esprit. Mais malgré tout, on se dit, on est faible, on a tort. On n'a pas à réagir de cette manière-là. N'est pas normal. Et voilà, c'est ça. Et puis d'autant plus que tout à l'heure, tu parlais du burn-out, du bore-out, du burn-out. Le burn-out, même si tout le monde ne l'accepte pas, même beaucoup de personnes le dénigrent, il est plus facilement accepté parce que c'est quelqu'un qui est débordé. Ouais. C'est plus facile de dire, bah oui, je comprends, tu as vu tout le travail qu'il ou qu'elle avait à faire, c'est normal. Quelqu'un qui n'est pas qui est en perte de sens, si c'est du burn-out, ou qui est en insuffisance d'activité, si c'est un bore-out, c'est moins facilement compréhensible parce que encore une fois, voilà, de quoi je me plains, j'ai mon salaire qui tombe à la fin du mois, il n'y a personne qui vient me demander des comptes, de quoi je me plains. Ouais. Et ça revient vraiment à cette notion, je crois, de s'autoriser à. Il y a vraiment, je pense que quand on a... Et ce qui est intéressant, juste, je voudrais quand même revenir là-dessus. Effectivement, tu dis que ce n'était pas ta nature. Tu savais que le fait de... Toi, tu t'es pas dit que tu étais feignante parce que ce n'était pas de ta nature. Je pense que le fait que tu aies eu 20 ans d'expérience auparavant t'a permis de te rendre compte que c'était pas de ta nature. Moi, j'entends des témoignages de personnes, de jeunes qui rentrent dans le monde du travail et qui ont cette vision d'eux. Le fait de se dire, finalement, je suis feignant, finalement, je suis quelqu'un de pas dynamique, pas motivé, etc., etc. Parce qu'ils n'ont pas eu l'expérience qui leur a permis de se rendre compte que oui, quand ils sont à leur place, quand ils se plaisent dans ce qu'ils font, ils sont heureux, ils sont épanouis, ils sont dynamiques, ils ont envie, ils ont cette énergie en fait qui nourrit encore plus leur façon d'être et leur façon d'agir. Et du coup, voilà, je pense que ça c'est aussi peut-être intéressant s'il y a des personnes là, qui sont plutôt en début de carrière, de vraiment mettre en lumière le fait que non, ça ne veut pas dire que vous êtes feignant, loin de là. C'est effectivement une même personne dans deux environnements différents. On peut, alors que toi tu disais que tu étais à fond pendant 20 ans, là tu te retrouves à te dire que à pas te dire, mais à ressentir que finalement tu n'as pas envie de faire grand-chose.
et pourtant, c'est pas toi. Mais ce qui est C'est ça. Et intéressant, je c'est... dirais même, et tu Vas-y. dis une personne dans deux environnements différents, le pendant, c'est deux personnes dans le même environnement. Et deux personnes dans le même environnement ne vont pas réagir de la même manière parce qu'elles n'ont pas le même mode de fonctionnement. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, Donc, c'est c'est tout aussi ça, c'est important. super, ouais, super Ça- subtil et de pas se comparer aussi. Et ça Voilà, c'est revient, ça. Ne pas se comparer, ne pas se juger par ouais, rapport aux autres. et Oui. ça revient à s'autoriser à un Mm. moment, en fait, je crois que ce qui est le plus difficile dans ces périodes-là, c'est cette lutte intérieure entre ce que je ressens et ce que je crois que je devrais ressentir. Et le fait que, du coup, généralement, voilà, on est des super potes vis-à-vis de nous-mêmes, hein. On est vraiment les personnes les plus bienveillantes à se dire, mais franchement, ma pauvre fille, ressaisis-toi, allez, voilà, de quoi tu te plains. Je sais pas si c'est une phrase, toi, que tu as pu ressentir, que tu as pu te dire, mais voilà, de quoi je me plains. Et aussi, dans la comparaison, il y a toujours pire que nous. Il y a toujours plus Tout malheureux à que fait. nous, plus en souffrance que Oui. nous. Et tu vois allez, Bernard, bah lui, voilà, tu as vu la charge de travail qu'il a, et puis bah lui, tout va bien, tu vois. Et cette comparaison qu'on peut avoir, effectivement, c'est d'arrêter un moment juste de regarder objectivement les choses sans y mettre de jugement et juste se dire, OK, bah, je m'autorise à me dire que j'en ai marre, que j'en peux plus, que C'est je n'ai ça. plus d'énergie. Et juste, en fait, j'y mets pas tout le discours, tout le blabla de mon mental qui vient juger, en fait, c'est vient dire que ça devrait pas être comme ça. Le fait est que c'est comme ça. Et, euh, et je pense que ça, c'est le plus dur. À quel moment, toi, du coup, il y a un moment où ça bascule, où finalement, parce que les autres te disent que c'est normal, qu'ils viennent normaliser ta situation, qu'ils viennent lui donner un cadre qu'effectivement, toi, tu n'avais pas parce que tu n'avais pas ces références-là de oui, en fait, on peut s'ennuyer au travail et manquer d'énergie et ne plus être épanoui. Parce que ces gens viennent poser ces mots sur ce que tu vis, tu ressens une forme ouais, d'acceptation, d'autorisation à te dire, en fait, oui, ça peut être normal ce que je ressens. Je dirais oui et non. Oui, je me suis dit oui, c'est normal, mais mon mode de fonctionnement fait que très rapidement derrière, il y a la culpabilité, Ouais. il y a le jugement de soi qui revient, et en se disant, ben non, de toute façon, tu peux... Oui, à la limite, si c'est normal, mais de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner travailler, tu peux faire que ça. En plus, ils t'attendent, parce qu'en plus, bah, voilà, étant sur un Ouais. projet qui était bien entamé, avec des gens qui étaient motivés pour avancer, bah, tu culpabilises d'autant plus parce que tu pénalises le projet, tu pénalises l'entreprise. Et là, tu te positionnes toujours en je suis indispensable, ils ont besoin de moi. Et donc, ça te rend d'autant plus difficile l'acceptation et ton propre rétablissement. Parce que t'es partagé toujours entre j'ai besoin de temps pour me reconstruire et en même temps, il faut que j'y retourne. Et si j'y retourne, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver dans le même contexte. Donc j'y vais pas. Et donc régulièrement, tu as besoin d'avoir ces personnes qui te disent mais si c'est normal, puis il faut que vous preniez du temps et réfléchissez. Et toi derrière qui te dit oui mais Ouais. C'est comme s'il y avait deux versions de toi qui s'opposaient. La version de toi pour toi, qui tu devrais être pour toi, et la version de toi pour les autres. c'est ça, De toi qui existe dans l'environnement professionnel, de toi qui existe auprès d'eux, et qui avait cette dualité finalement, laquelle doit exister, c'est ça. cette bataille intérieure. À quel moment tu sors de ça? À quel moment la chenille se transforme en papillon? Comment ça se passe? Euh, Ça a mis plusieurs mois, voire même ouais, ça a mis plusieurs mois. En fait, bah, oui, ça a mis plusieurs mois. Il aura fallu que, comme moi, je n'ai jamais été en capacité ni de retourner, parce que ni physiquement ni psychologiquement, j'étais capable de retourner travailler, ni en capacité de faire la démarche vis-à-vis de mon employeur de mettre fin au contrat. C'est mon employeur qui l'a fait. Mhm. Donc, ça a été, donc ils ont mis en place ils ont engagé une procédure de licenciement pour pouvoir me remplacer Au bout de combien de temps? sur le poste au bout de 6 mois. Ok. Donc, dès lors que la convention collective l'autorisait, ils ont mis en place cette procédure. Euh,
Donc, ça a été effectif en juin de l'année suivante, donc on va dire 9 mois à peu près après mon début d'arrêt. Là, ça a été, comment je dirais, ça a été ambivalent comme réaction. C'était à la fois, je vais être crue, mais c'est dégueulasse parce que voilà, je suis en arrêt de travail, j'ai envie de revenir, mais je ne suis pas en capacité et ils me licencient. Et cette sensation de se dire, ben, finalement, ils font ce que je ne suis pas capable de faire, ce que je ne m'autorise pas à faire. La sensation au fond de toi que c'était quand même l'intuition que c'était une bonne chose. Voilà, c'est ça. Donc j'étais entre ces deux sentiments-là. Et aujourd'hui, je sais que c'est une bonne chose parce que ça m'a enlevé le boulet que j'avais au pied en me disant, ben, il va falloir y retourner. Tu ne peux qu'y retourner parce que tu ne connais que le salariat, parce que tu es sur un projet, ils ont besoin de toi, et parce que bah, tu connais, voilà, faut mieux. Tu vas travailler, tu as besoin de t'épanouir professionnellement, donc tu vas retourner travailler. Et là, en fait, ils ont scié cette possibilité d'y retourner. Et en fait, ils ont scié la possibilité pour moi de retourner tout simplement dans le salariat. J'ai décidé de ne plus y retourner parce que là, ça a été un déclencheur pour me dire, bah, tu vas devoir, voilà, qu'est-ce que tu fais? Ok, donc c'est comme si, donc ça veut dire quand même que pendant 9 mois, tu as été dans dans ce dilemme intérieur, dans cette lutte entre ce qu'on disait tout à l'heure, la toi pour toi et la toi pour les autres. C'est ça, tout à fait. Et, euh, et finalement, c'est comme si... Est-ce que tu vas me dire, est-ce que c'était... Parce que je vais essayer de défiler, de détricoter ma pensée. Quand on est dans la sensation d'être bloqué, ce qui, je pense, est une sensation que tu as pu ressentir à ce moment-là, d'être coincé, en fait. C'est comme si, et je ne sais pas si c'était conscient chez toi, mais inconsciemment, on préférait que l'extérieur nous oblige nous contraigne finalement à justement scier, tu disais scier les possibilités, mais finalement prennent la décision pour nous. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête consciemment ou c'était totalement inconscient? Pendant 9 mois, tu as essayé de t'en sortir pour revenir et tu n'avais pas forcément conscience pour que le moment où, oui, si cette possibilité directement, toi, ce soit un déclencheur de OK, bah, en fait, je veux plus le salariat et je veux totalement autre chose qui est en plus énorme. C'est pas juste je ne reviens pas dans cette entreprise-là, mais c'est je change totalement ma conception finalement de la vie et du travail. C'est qu'inconsciemment, il y avait des choses qui étaient prêtes. Est-ce qu'elles étaient déjà un petit peu en conscience ou pas du tout? Elle était un petit peu en conscience, mais de manière très, 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 très profonde. Donc, ce qui fait qu'elles n'arrivaient pas à émerger suffisamment. Mais en tout cas, il y avait déjà des choses qui avaient été envisagées. Mais effectivement, j'étais pendant toute cette période-là à ne pas vouloir prendre pas vouloir prendre de décision et même ne pas pouvoir. Ouais. Parce que je sais que notamment mon employeur aurait aimé que je fasse la démarche de rupture conventionnelle. Sauf que moi, je n'en avais pas l'énergie. Voilà, physiquement, psychologiquement, je n'en avais pas l'énergie. Et probablement, voilà, il y avait aussi une petite voix derrière qui disait tu peux pas parce que c'est mettre fin à une sécurité, mettre fin à un contrat, mettre fin à tout ce que tu connais. Et donc, même si consciemment je ne me rendais pas compte, j'avais besoin que ce soit eux qui le fassent. Yes. Je me disais toujours, je ne suis pas en capacité de le faire, mais ils ne le feront pas. Ils ne peuvent pas le faire. Okay. Ils l'ont fait. Et ils ont bien fait. Okay. Aujourd'hui, sur le coup, je ne l'ai pas dit. Mais aujourd'hui, je le dis. Mais parce qu'effectivement, je pense que il m'aurait fallu énormément encore de moi pour pouvoir le faire de moi-même. Ok. Et donc, ils le font. Du coup, ça y est, il y a une décision qui est prise.
Est-ce que tu le vis tout de suite comme une opportunité? Non, 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 ça a été pendant plusieurs semaines, ça a été douloureux de se dire que en fait, c'était une perte, c'était partir dans l'inconnu parce que de ce fait-là, j'étais en arrêt de travail, je n'avais plus de job. Euh, donc, je me suis beaucoup remise en question. Je me suis posé la question, est-ce que je retournais travailler, est-ce que j'allais retourner dans le monde du travail. Donc ça, très, très rapidement, je me suis dit oui, parce que je ne me voyais pas... Moi, j'ai besoin d'une vie sociale et d'être utile en dehors de mon seul cercle familial. Et donc, j'avais besoin d'une vie professionnelle. J'aurais pu partir dans le monde associatif, mais j'avais besoin d'une... Voilà, je sentais que ça ne me suffirait pas. Euh, et voilà, tout simplement une envie d'une liberté aussi financière de mon côté, pouvoir me dire, voilà, je gagne ma vie et je ne vis pas au crochet de mon mari, par exemple, besoin de m'épanouir moi-même. Et donc, il m'a fallu quand même du temps pour me dire pour conscientiser ce que j'avais envie de faire. Mmh. À un moment donné, je me suis rendu compte de ce que je ne voulais plus. Et c'est là que en fait, le salariat est devenu comme une évidence que ce n'était plus pour moi. À un moment donné, je me suis rendu compte que, par exemple, je ne voulais plus euh, ne plus être maître de mon emploi du temps. Ne, parce que, ayant été en arrêt de travail à ce moment-là, pendant presque un an, je m'étais rendu compte, forcément, j'étais beaucoup plus présente, même si je n'étais pas bien ni physiquement ni psychologiquement, j'étais quand même plus présente pour ma famille, notamment là pour les devoirs du soir, pour le goûter, pour aller chercher ma fille, ma plus jeune, qui était à l'époque en primaire et que j'allais chercher tous les soirs à 4h30, chose que en tant que maman qui travaille, je n'avais jamais fait, sauf une fois par an, quand je me l'autorisais. Je prenais le goûter avec elle, on faisait les devoirs, et ce qui fait qu'à 18h, en fait, tout était fait. Alors qu'habituellement, quand on rentre du travail, qui est 18h30, 19h, voire plus, et que les enfants nous disent les devoirs ne sont pas finis, j'ai encore une leçon à apprendre, en fait, on est stressé. Et on stresse nos enfants. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, donc à un moment donné dans cette année 2019, qu'il y avait du vocabulaire en fait qui était sorti, que je ne prononçais plus. Je me suis rendu compte que je ne disais plus à mes enfants dépêchez-vous. Alors que avant, voilà, que ce soit le matin, je pense que les parents qui nous écoutent savent de quoi on parle. Tous les matins, tous les soirs, tous les dimanches soirs, on serine à nos enfants. Dépêchez-vous, dépêche-toi de prendre ton pain, dépêche-toi de faire tes devoirs, dépêche-toi de préparer ton cartable, dépêche-toi d'aller dans la voiture. Et ça n'existait plus. C'était du vocabulaire qui était totalement sorti du vocabulaire familial, tout simplement. Je me suis rendu compte aussi que j'étais beaucoup plus calme et sereine, et ce qui fait que mes enfants étaient aussi beaucoup plus calmes et sereins, beaucoup plus posés. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait un retour en arrière en me disant, oui, mais finalement, tu pensais être heureuse à l'époque, tu pensais être épanouie, tu pensais profiter de tes enfants, être à la fois bien dans ta vie pro et puis profiter de ta famille. Et finalement, tu ne l'étais pas. Parce que j'étais, en analysant, je me suis dit, finalement, avant, j'étais stressée. Donc, je stressais ma famille. Donc, j'avais un comportement beaucoup moins posé, plus facilement en réaction que ce que j'avais pendant cette période d'arrêt de travail. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte à ce moment-là de ce que je ne voulais plus. Et je ne voulais plus justement repartir dans le salariat, parce que retourner dans le salariat, c'était retourner dans ce stress-là, dans ce vocabulaire que je ne voulais plus, dans ce temps que je n'avais plus avec ma famille. Et en face de ça, j'avais besoin d'avoir une vie professionnelle. Donc après, il a fallu mettre en place l'équation. Yes, c'est super intéressant ce que tu partages là. Et effectivement, je pense que c'est comme si au moment où tu partageais le fait que tu étais voilà, dans ton quotidien, tu te croyais heureuse et tu l'étais certainement, juste tu voyais pas d'autre façon de fonctionner en fait. Donc du coup, pour toi, c'était normal et dans cette normalité, ça allait. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, C'est au ça. moment où ça bascule, en fait, au moment où on commence peut-être, parce que si tu te posais pas de questions, tu étais heureuse dans ce
je me pose pas de questions. Ça t'allait à ce moment-là. Et donc, au moment, je pense, où on commence à se dire, oula, mais en fait, ouais, par exemple, on peut se rendre compte avant même d'être en burn-out ou en burn-out ou en burn-out pour les personnes qui nous écoutent, que, ah, tiens, non, mais je me rends compte que ouais, finalement, je speed tout le monde. Ou alors, on me dit souvent que la semaine, oh, la semaine, dis donc, t'es plus, voilà, t'es plus irritable ou t'es plus sur les nerfs, détends-toi. Je pense en plus, les enfants doivent être des super alerteurs avec des bonnes Totalement. punchlines, à mon avis, qui doivent valoir le coup. Et c'est de se dire, OK, peut-être qu'il y a une autre réalité qui existe. Et alors, peut-être de la tester, j'espère, sans passer par l'arrêt. Si on peut réagir avant, c'est Totalement. tout ce qu'on souhaite aux personnes. Mais ouais, d'avoir vu finalement une autre réalité où, ah oui, en fait, je me sens plus sereine et finalement, il n'y a pas ma vie pro d'un côté, ma vie perso de l'autre, et finalement, ma vie pro peut-être qui est au détriment de ma vie perso et de mon équilibre global de vie, parce que je sais pas toi ce que tu en penses, mais j'ai du mal avec vraiment la dissociation vie privée, enfin, vie pro, vie perso. Oui, Euh, moi aussi. Je pense qu'on doit plutôt parler de style de vie. Exactement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et en fait, de se dire, on a des domaines de vie, mais au-delà de ça, de vie pro, vie perso, le sport, par exemple, la famille, etc., on a effectivement un socle à ça. C'est qu'est-ce qu'on a envie de ressentir au quotidien, comment on a envie de se sentir. Tu parlais d'être sereine, calme, etc. Bah, c'est une sorte d'état d'être. Et dedans, qu'est-ce que je mets dedans? Tiens, quand je suis sereine, bah, je suis plus sereine quand je suis avec ma famille, ça se passe comme ça. Quand je suis niveau pro, ça se passe comme ça. Donc ouais, c'est super intéressant. Et du coup, tu te dis effectivement, et ça rejoint un petit peu ce qu'on partageait tout à l'heure sur le temps de travail, sur le fait que là, tu te dis, en fait, je veux être maître de mon temps. Je n'ai pas été maître de mon destin sur la décision, mais là, aujourd'hui, en fait, je décide que je veux être maître de la façon dont je vis, de ton style de vie. Et je pense que c'est très juste ça, d'avoir cette vision. En tout cas, c'est une vision, moi, qui me parle, qui est une vision plus globale, en fait, de comment je veux vivre. Euh, comment, comment, en fait, une femme qui, du coup, a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et de temps dans sa vie professionnelle, se dit, et qui s'est ennuyée au travail, se dit, OK, aujourd'hui, en fait, je veux plus être stressée dans mes temps familiaux. Donc, du coup, ça suppose d'avoir... Est-ce que dans ta logique, je vais peut-être vérifier ça d'abord, est-ce que dans ta logique, c'était travailler moins? C'était travailler, oui, dans un premier temps, ça a été travailler moins, OK. effectivement. Ça a été travailler, se dire, moi j'ai toujours travaillé à temps plein, donc j'ai jamais eu pris de temps partiel, Mhm. même après l'arrivée des enfants. C'était un choix, parce que j'avais envie aussi d'évoluer dans l'entreprise, mon mode de fonctionnement. Et là, c'était travailler moins. C'est de se dire, enfin, pas forcément travailler moins, mais en tout cas, organiser ma semaine pour pouvoir dire, je travaille 4 jours, je me réserve une journée dans la semaine Mhm. pour moi ou pour organiser la semaine ou pour organiser le week-end. Mhm. Maintenant, ces 4 jours, je me disais que si je travaillais, notamment si je partais dans le consulting, ce serait 4 grosses journées. Donc, c'était pas OK. forcément travailler moins, mais c'était organiser le temps de manière différente. D'accord, OK. OK. Et donc, tu prends ta décision. Comment ça se passe? Tu y arrives? Alors, j'y arrive. Alors, il m'a fallu quand même plusieurs mois encore pour pouvoir cheminer et puis me décider. Euh, et comme la vie est faite de rencontres, c'est une rencontre humaine, une rencontre avec une femme qui m'a permis de prendre en tout cas de découvrir autre chose, de découvrir une possibilité de nouvelle vie professionnelle qui moi m'a parlé justement, qui a fait écho en moi par rapport à tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et donc j'ai fait cette fameuse décision que j'ai prise Hmm. quelques mois après d'embrasser une vie d'entrepreneur et ce que je ne regrette absolument pas parce que ça m'a permis justement de me rencontrer, de devenir une autre personne, ce que je n'aurais pas, voilà, ce qu'on n'imagine pas forcément quand on prend une décision de changer de vie professionnelle, on n'imagine pas forcément toutes les conséquences que ça va avoir, mais ça m'a ouvert à un autre monde professionnel, à d'autres types de personnes, un autre environnement. Euh,
qui forcément m'a aussi ouvert à d'autres choses, à une nouvelle vision de la vie, à justement un fameux style de vie, et, et, à, et qui m'a amené à cheminer sur moi, à faire du chemin et à me rencontrer et à aujourd'hui me positionner au centre de ma vie pour ensuite être bien avec ma famille, avec mes amis, avec mon environnement. C'est un choix qui est pas anodin, qui est effectivement audacieux, je pense que c'est le terme. On parlait dans la vision qui te tient à cœur de se mettre en priorité en faisant abstraction du regard des autres. Tu m'as aussi partagé que tu avais besoin d'être aimé, d'être accepté, d'être en lien. Là, tu as vécu une transition, encore une fois, d'écosystème et d'environnement humain, puisque quand on est salarié, on est dans un écosystème salarié, à moins d'avoir, par exemple, vraiment beaucoup d'amis entrepreneurs ou indépendants, etc. etc. Je ne sais pas si c'était ton cas, mais là, tu es passé du coup à un autre écosystème. Comment tu as géré cette transition d'environnement humain, toi qui ressens le besoin d'être aimé, le besoin d'être accepté, le besoin d'être en lien avec l'autre? Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as réussi à faire abstraction du regard des autres? Alors, ça a mis du temps. Parfois, il y a des réminiscences de moments où c'est un peu, où ça revient, cette envie de toujours de faire plaisir aux autres. En tout cas, cette peur du regard. Mais ça s'atténue. Ça s'atténue de plus en plus. Moi, j'étais quelqu'un, pour répondre justement à ce que tu disais, moi, j'étais dans un monde où j'étais entourée uniquement de salariés. J'avais aucun entrepreneur dans mon entourage. Et là, je suis passée dans un environnement où aujourd'hui, je côtoie essentiellement, je ne vais pas dire majoritairement, mais essentiellement des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, de différents types d'entrepreneuriat. Donc forcément, ça contribue aussi à ce changement de vie et à le fait que le regard soit différent et le jugement, en fait, quand on est entouré d'entrepreneurs, forcément, on passe tous par les mêmes choses, ou en tout cas des choses similaires, ce qui fait qu'on a cette entraide. Et c'est vrai que le regard des personnes qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat est parfois dur, parfois difficile. Donc c'est il faut accepter. Moi aujourd'hui, j'accepte que certaines personnes ne comprennent pas mes choix, que certaines personnes n'acceptent pas ce que je fais, que certaines personnes ne me soutiennent pas, parce qu'ils ont leur propre regard par rapport à leur vie à eux. Il y a peut-être pour certains aussi, alors soit ça peut être des peurs, notamment de la part de ma famille, ça peut être de l'envie de certaines personnes qui n'ont pas osé, qui ne sont pas forcément bien dans leur job, qu'ils soient salariés ou entrepreneurial, mais qui n'ont pas, cette envie-là. Je ne vais pas dire pas eu le courage, mais en tout cas qui n'ont pas fait pris le choix, des démarches de faire évoluer les choses. Donc il y a peut-être de l'envie. Et puis aujourd'hui, je sais pourquoi je l'ai fait. Ouais. Je sais, j'ai ma vie, je sais pourquoi je l'ai fait et je sais pourquoi je le fais encore. Je sais quelle est ma vision, je sais ce que ma nouvelle vie m'apporte aujourd'hui et ce qu'elle va m'apporter demain. Donc, à partir de là, je considère que peu importe ce que les personnes pensent, c'est leur droit, c'est leur vision des choses. Moi, je sais que ça me rend heureuse et qu'aujourd'hui, je ne serai plus heureuse. J'ai été heureuse à un moment donné dans mon autre vie. Aujourd'hui, c'est plus ce qu'il me faut. Yes. Donc, c'est ce que je revendique aujourd'hui. C'est que je fais des choix pour moi, tout simplement. Yes. Mais alors ça me semble tout à fait effectivement logique aujourd'hui que tu es vraiment dans cette démarche, que ça fait plusieurs années que tu as entamé ce changement-là, mais dans la phase de transition, quand tu te retrouves à un moment où tu disais quand même en manque d'énergie,
voilà, cette décision, elle arrive. Effectivement, toi, tu sens l'intuition que oui, en fait, je suis plus faite pour le salariat, j'ai peut-être envie d'aller explorer d'autres horizons, une autre façon de travailler avec un autre mode de vie, un autre style de vie. C'est dans cette phase-là, comment tu fais? Parce qu'on a moins les certitudes, Mmh. que tu peux avoir, aujourd'hui de te dire: «Bah oui, aujourd'hui, c'est totalement cohérent, voilà, aujourd'hui, j'ai une femme en Mmh. face de moi qui a, je pense, confiance en elle, qui a» mais dans cette phase, de transition, comment tu où tu sens ce vers quoi tu vas aller, mais je pense que tu n'as pas la même certitude que celle que tu as aujourd'hui. Comment tu navigues, tu démêles tout ça à ce moment-là, dans vraiment cette phase de transition? Alors, au démarrage, je fais le dos rond, en fait. Mmh. Je dirais pas que je me mets dans ma bulle, mais j'avance voilà, en fonction de. En fait, à ce moment-là, j'ai pris une décision. Je me dis que de toute façon, je n'ai rien à perdre et que je vais voir ce que ça donne. Mmh. Donc, j'y vais. Euh, j'ai la chance d'avoir mon mari qui me soutient, donc voilà, qui a soutenu ma décision et qui me soutient encore aujourd'hui. Euh, et je pense que ben voilà, c'est heureusement parce que je ne suis pas sûre que je serais là aujourd'hui si ne m'avait pas apporté ce soutien-là indéfectible. Et donc, quand j'ai des personnes, notamment de mon entourage familial, qui ne comprend pas ma décision, qui se dit ben, quand est-ce que tu vas trouver du travail, c'est pas, voilà, ce que tu fais, c'est pas, enfin, ça te correspond pas. Mmh. En fait, je fais le dos rond. Je dis, ouais, 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 je vais voir. Mmh. Pour l'instant, je suis pas capable de faire une démarche de recherche d'emploi. Je suis pas encore en capacité d'aller voir un employeur pour. Donc en fait, je retarde. Mmh. Je donne des éléments pour dire oui, oui, je vais le faire, mais plus tard. Mmh. De manière à attends, ça va. Je vais te faire Ah, plaisir plus tard. ouais. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, en fait, ça finit par. Je dirais pas que ça finit par s'atténuer parce qu'en fait, moi, enfin, j'ai notamment mon papa qui n'a pas compris ma décision et qui l'a, je pense, toujours pas totalement comprise. Euh, aujourd'hui, mais aujourd'hui, je dis, je sais pourquoi je l'ai fait. Mais pendant des mois, il y a eu la petite fille qui fait pas plaisir à son papa, la petite Ouais. fille qui déçoit son papa, parce qu'elle vit pas le rêve de la vie professionnelle qu'il a rêvé pour moi. Euh, et donc, il a fallu des mois, franchement des mois, voire même années, pour qu'aujourd'hui, je puisse dire, là aujourd'hui, moi, je suis à ma place, je sais ce qui me fait plaisir, je sais ce qui me rend heureuse. Ça ne Mmh. lui convient pas, bah tant pis, en fait. Mmh. Mmh. Et c'est pas lui qui vit ma vie. Mmh. Mais c'est d'autant plus difficile quand c'est quelqu'un de très proche comme un de ses parents. Ouais. Mais ça prend du temps. C'est une acceptation de ne pas être aimé de tout le monde, que nos choix ne plaisent pas à tout le monde. Donc c'est aussi accepter qu'on ne peut pas être aimé, justement, apprécié de tout le monde, qu'on peut déplaire. Donc c'est un vrai chemin pour moi, une Est-ce vraie que, progression est-ce dans ma façon de voir les choses. Ouais, est-ce qu'il n'y a pas une nuance à apporter? Moi, par rapport à ce que tu dis, c'est on peut pas être aimé de tout le monde. C'est ce qu'on fait ne peut pas être aimé de tout le monde. Parce que je pense qu'on peut vraiment C'est vrai. dissocier l'amour, et je pense à l'amour inconditionnel qu'a ton papa pour toi et ce que tu fais qui en fait ne voilà, ce qu'on fait, ça, pour le coup, ça change en plus au Mm. cours d'une vie et on peut changer nos perceptions de ce que font les autres aussi. Peut-être que hier, il ne te comprenait pas et que demain, en fait, il comprendra à l'aube d'une nouvelle expérience. Et il y a une différence entre voilà, aimer la personne et aimer ce qu'elle fait ou ne pas aimer ce Mm. qu'elle fait. Je pense que ça peut être une nuance qui peut faire du bien aussi pour dire Tout à finalement fait. finalement Ouais. ce que mon proche là remet en question, ce n'est pas moi, c'est ce que je fais, comment, voilà, mes choix, etc. Mais ce n'est pas moi en tant que qu'être. Et du coup, Mm. ça permet peut-être de mettre un petit peu de distance. Et,
je voudrais juste évoquer avec toi le fait que tu parles effectivement de se faire passer en premier, voilà, faire abstraction du regard des autres. Je vais me faire l'avocat du diable et je vais te demander de venir faire l'avocat l'avocat de cette parole. Euh, Si on se choisissait tous, si on pensait tous qu'à nous, bah, est-ce que vraiment notre monde il serait plus humain en fait? Est-ce que ce serait pas un monde d'égoïstes si on ne si on arrêtait en fait de penser aux autres et ce qu'on se mettait en priorité? Qu'est-ce que tu as à me répondre à ça? Alors moi, je répondrais que se mettre en priorité, ce n'est pas, je crois que je le disais en tout début d'échange, ce n'est pas être égoïste ni égocentrique, Mm. c'est prendre des décisions d'abord en pensant à soi, parce que si moi je ne suis pas bien, si je ne fais pas des choses qui me rendent heureuse, si je ne fais pas des choses qui m'épanouissent, si je ne rencontre pas des personnes voilà, avec qui je partage voilà, si je ne sors pas, par exemple, si je ne veux pas une soirée de réseautage parce que je me dis, je vais rester à la maison parce que ma famille a besoin de moi, si je n'y vais pas, je ne vais peut-être pas rencontrer des personnes qui vont m'aider à faire évoluer mon entreprise. Mm. Donc, et puis à ce moment-là, ça va me permettre d'échanger, de voir des rencontres humaines différentes de ce que je peux avoir autrement. Et ça va me faire du bien sur l'instant. Alors oui, on peut considérer que c'est égoïste parce que je laisse ma famille pendant une soirée. Sauf que je laisse pas mes enfants tout seuls dans la maison. Voilà, il y a aussi des conditions qui sont mises. Ça n'empêche que quand je reviens, ben, je suis d'autant plus heureuse, épanouie, parce que j'ai fait quelque chose pour moi, peut-être pour mon business, et que forcément, je vais être beaucoup plus dans des meilleures conditions pour prendre soin de ma famille, pour faire des choses avec mes enfants. Moi, je me suis rendu compte que on est souvent justement, je pense que c'est l'éducation, c'est la société qui veut que mettre en parallèle, je prends soin de moi, ou je fais des choses pour moi, je suis égoïste. Mm. Or, non. Quelqu'un qui se dit bah, je vais aller faire du sport avant de rentrer chez moi le soir, ça va lui permettre de décompresser par rapport à sa journée de travail et de rentrer en étant beaucoup plus posé et d'accepter et d'être beaucoup plus enclin à voilà, vivre sa soirée avec son conjoint, avec ses enfants, que Oui. s'il n'était pas allé faire son heure de sport. C'est se dire, je fais quelque chose pour moi pour être beaucoup mieux derrière avec les autres. Mm. Et alors que ça redevienne un espace de choix aussi. C'est ça. C'est-à-dire que quand tu reprenais ton exemple entre ta soirée de réseautage qui est importante pour toi et ta famille, euh, le moment finalement et le message aussi qu'on transmet, hein, parce que ça, je ne sais pas si c'est aussi euh, très ancré, je ne sais pas dans quelle mesure c'est ancré dans la perception qu'on a de la femme aussi, presque cette notion de sacrifice, le message de sacrifice, c'est-à-dire non, en fait, voilà, je suis là, j'aimerais être ailleurs. Et c'est là aussi que le stress se génère. Hein. C'est quand Mm. je veux être à deux endroits au même moment et il n'y a pas de choix. On parlait de décision, c'est un mot qui est revenu souvent. À un moment, quand je décide d'être présent, je suis vraiment présent. Alors que si je suis là parce que bah, il faut, parce que c'est ce que je crois être juste, parce que c'est ce qui me fait passer pour voilà, une mère parfaite ou voilà, et pas justement égoïste, etc., etc. En fait, je suis pas là. Je suis pas vraiment là. Et donc, ça, peut-être qu'effectivement, tes enfants le perçoivent comme ah bah, elle est là avec nous ce soir, c'est bon, voilà. Mais la notion, l'énergie du sacrifice, c'est des choses qui se ressentent. Et derrière, c'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément, la présence n'est pas la même en fait. Alors Mm. qu'au moment où tu dis, je fais le choix ce soir d'être dans ma soirée de réseautage qui me fait du bien, qui me nourrit parce que ça répond à un de mes besoins, lorsque je choisis ce soir d'être avec vous, je suis vraiment là en fait. Et je crois que c'est remettre de l'espace du choix en fait dans tous nos espaces de vie et ça rejoint tout ce qu'on entend aussi sur voilà la pleine conscience ou la pleine présence, la présence à l'instant présent. On parle beaucoup Mm. de l'instant présent. Je pense que pour être dans l'instant présent, quand on a effectivement on est tiraillé, qu'on a déjà plein de peut-être de pensées dans la tête et voilà qu'on est très à avoir conscience de l'autre, des autres, pouvoir remettre du choix dans ces domaines de vie et se dire voilà aujourd'hui là je choisis de faire ça parce que ça compte pour moi
et ben, ça permet en fait d'être pleinement dans l'instant. Et quand tu es avec tes enfants, tu le fais aussi pour toi. Tu le fais Mm. pas pour eux. Tu le fais pour toi et c'est un espace de choix pour toi. Et donc, tu n'es plus dans je subis, tu es dans je choisis. Et effectivement, tu parlais en introduction du fait qu'aujourd'hui, tu te considères être une femme épanouie. Euh, Bah, tout ça, c'est lié. Enfin, c'est... Mm. Totalement. Ouais. Et pour, parce que c'est pas forcément évident justement de faire ce choix de s'accorder du temps. Mm. Donc moi, enfin, un des outils que moi j'utilise, c'est de planifier ce temps-là. C'est Mhm. de mettre dans son agenda du temps pour soi. Alors si c'est en journée, quand le reste de la famille n'est pas là, bah, c'est peut-être d'autant plus facile. Et si ça ne l'est pas, si c'est en soirée, si c'est le week-end, ben c'est même l'affiché. J'ai des associés, ils ont un planning qui est sur le réfrigérateur. Et puis, ben, quand il y a des choses en équipe, par exemple, c'est planifié. Et les enfants, visuellement, ils savent, ah bah tiens, papa, il n'est pas là tel soir, ou maman, elle n'est pas là tel midi, ou ceci, cela, parce que c'est visuellement affiché pour toute la famille. Et puis, ça devient normal. Et à contrario, il y a des moments qui vont être planifiés aussi pour partager du temps avec l'un, avec l'autre. Et ça rend d'autant plus facile aussi pour l'entourage d'accepter ça. C'est que oui, il y a des moments où on n'est pas là. Oui, il y a des moments où on fait des choses pour soi. Et des moments où on fait des choses pour soi, ça peut être simplement même aller dans sa chambre, lire un livre, s'isoler pendant une demi-heure. C'est pas forcément quitter la maison. Il y a plein de choses. Ça peut être aller faire une balade parce qu'on a envie d'aller courir, d'aller marcher, d'aller faire une heure dans une salle de sport, peu importe. Ça passe par plein de choses. Ça peut être prendre un bain, et puis fermer la porte et puis dire aux enfants pendant une heure, je ne suis pas dispo, je suis dans la salle de bain. Il y a plein de manières de prendre soin de soi, ou prendre du temps pour soi. Et après, à partir du moment où on l'explique à son entourage, ça les incite aussi, eux, à prendre du temps pour eux. Et par ricochet, chacun va aussi prendre sa place. Et en prenant sa place, on se donne de la valeur. Ouais. Et on remet de la valeur sur les moments passés ensemble aussi. Voilà, totalement, Et, oui. et c'est ce qui fait qu'on vit vraiment, j'allais dire, avec tous ces sens décuplés parce que j'ai ces moments, pour moi, mes espaces de vie. Et ben, quand on est ensemble, c'est un choix d'être ensemble. J'aime bien parce que c'est vraiment ce que je ressens là mais ce choix de un moment, on Mm. partage un moment ensemble et on le fait tous pour nous. On le fait pas Mm. parce qu'on doit le faire. Et je trouve que ça donne un goût savoureux, beaucoup plus savoureux Mm. à... Et le temps, c'est vrai que on veut toujours, on a toujours tendance à vouloir passer beaucoup de temps avec les gens, mais c'est pas forcément du temps de qualité. Et donc, en choisissant des temps dédiés, ça va être d'autant plus apprécié par les uns, par les autres, et d'autant plus bénéfique. Mm. En y mettant l'intention et la conscience, ouais, tout à C'est fait. ça. Alors, j'allais te demander justement quels outils tu as mis en place et quels outils tu utilises. Tu parlais de planifier. Est-ce que tu en as Mm. d'autres pour peut-être des personnes aujourd'hui qui se retrouveraient dans ton parcours, qui sont à cette phase où voilà, ils sentent que ils auraient envie de se réapproprier leur vie. En tout cas, pour des personnes qui seraient dans cette phase-là, en train de se dire, oh là là, mais si j'avais envie de reprendre, de vivre, voilà, de reprendre les rênes un petit peu. Donc, tu parlais de planifier. Est-ce que tu as d'autres outils pour permettre de, waouh, quand en fait je sens là que je suis en train de refaire des choix, mais pas forcément pour moi, et que je suis en train un peu de me perdre dans ce que je pense que veulent les autres, parce que c'est pas forcément ce que veulent les autres d'ailleurs. Mm. Comment on fait pour revenir à soi? Est-ce que tu as d'autres outils à partager? C'est se poser déjà, se poser, se dire moi qu'est-ce qui me fait vibrer dans la vie. Euh, est-ce qu'aujourd'hui dans ma vie personnelle voilà, qu'est-ce qui me plaît aujourd'hui dans ma vie personnelle, qu'est-ce qui me fait le plus euh, à Et quel si la- moment dans ma vie je vais être dans ma vie personnelle, je me sens vraiment bien, je me sens vraiment à ma place, je me sens peut-être utile. et si la J'ai réponse le c'est souhait. et s'il n'y a pas de réponse à ça? Parce que je sais qu'il y a déjà des personnes, Bah j'ai oui. déjà tellement entendu le ouais, mais moi en fait, il y a rien qui me fait vibrer. J'ai pas de passion, j'ai pas de. Voilà, il y a rien qui me.
qui m'exalte. Je t'embête, mais Ah ouais, non, j'entends, je suis l'avocate du diable. ah oui, non, mais moi, je me revois, s'il y a 4 ans, on m'avait posé la question, qu'est-ce qui te fait vibrer? En fait, ça aurait été mon travail, ça aurait pas été, voilà, ou éventuellement les voyages. Mais c'est, si aujourd'hui, je pouvais faire tout ce que j'avais envie de faire, quelle serait ma vie rêvée? Parce que c'est quelque chose aussi qu'on oublie, ça, de rêver, tout simplement. Quand on est enfant, on rêve, on a plein de rêves. Quand on est adulte, on n'en a plus. Enfin, souvent. Donc c'est déjà ça, c'est de se dire, si j'avais, voilà, si je fais abstraction de mes charges familiales, personnelles, professionnelles, si je pouvais faire tout ce que je voulais, qu'est-ce qui me ferait, qu'est-ce qui me plairait de faire? Et une fois que ça c'est, ça peut être aller sur la Lune. Bon, est-ce que c'est réaliste, pas réaliste? Mais il y a des choses qui vont peut-être l'être un peu plus. C'est aujourd'hui, est-ce que par rapport à ce que je rêvais de faire quand j'étais petite ou petit, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Par exemple, c'était des enfants, c'était j'aurais aimé être clown. C'est peut-être pas être clown, mais c'est peut-être quelque chose dans l'art, c'est peut-être quelque chose, enfin, il y a peut-être des choses à creuser, peut-être dans le partage, dans la formation, dans l'accompagnement, Qu'est-ce il y a... qui, dans le fait d'aller sur la Lune ou dans le fait de vouloir être clown, qu'est-ce que j'aime vraiment en fait? Parce qu'aller sur la Lune, ça peut être, je suis passionnée de tout ce qui est astronomie, comme ça peut être le fait d'aller explorer des territoires inconnus. Ça peut être d'avoir le voyage. Enfin, il y a plein de choses. C'est d'aller décortiquer derrière ça. Mais d'un premier temps, effectivement, c'est se reconnecter au rêve. Et ça peut C'est être ça. pour des personnes qui m'aiment à cette question-là, parce que il y en a des, des Oui, cerveaux qui sont en blocage total et qui tellement en résistance qu'ils ne s'autorisent pas, ça peut être justement, là en fait, là, ce que j'aimerais faire, c'est justement tester plein de choses. Tester plein ouais. de choses parce qu'en fait, comme je sais pas, peut-être que la première étape, c'est de tester. Et c'est de se dire, en fait, comment je me crée un espace où, vu que je sais pas, je vais tester. Je m'autorise là 1 an à tester différentes activités, à tester peut-être différents types de rencontres. Allez, je vais voir, j'ai peut-être envie d'échanger. Peut-être que c'est via plutôt les réseaux sociaux, ou je vais aller tester d'aller, tu parlais, un événement de réseautage, je vais aller tester d'aller dans tel type d'endroit. OK, comment je me suis sentie après? Et d'aller explorer sa vie, en fait, pour pouvoir se la réapproprier quand on a vraiment été déconnecté de ça et pas se mettre la pression. C'est ça. Mais, Et il n'y a pas longtemps, et ça, j'ai aussi commencé à le faire, c'était on me disait, de se poser la question, alors c'est pas très gai, hein, mais quand je serai morte, qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi oui, sur ma vie? ouais. Et ça, c'est hyper important parce que en général, c'est pas quelque chose qu'on se pose. Alors, soit on va se dire, bon, de toute façon, je m'en fiche, je serai plus là, peu importe ce qu'on dit de moi, ou on aura envie, justement, que les personnes qui restent gardent certaines choses de notre vie, de choses peut-être qu'on leur a aussi apportées, qu'on leur aura enseignées. Et c'est important. Donc, ça peut aussi être dans les éléments déclencheurs pour identifier ce qui peut, justement, ce qu'on a peut-être besoin de faire évoluer dans notre vie. L'idée, c'est pas de faire un remue-ménage complet. On peut simplement, peut-être, simplement aller se mettre à suivre un cours de guitare. Ça peut être aller suivre un cours de langue étrangère. Ça peut être partir à l'étranger en vacances. Ça peut être tout simplement se dire apprécier de regarder écouter des oiseaux chanter dans son jardin. Des choses qu'on fait plus forcément au quotidien. Alors que quand on était gamin, on s'émerveillait devant une fleur qui était dans un champ. Alors, c'est pas forcément ça qu'on dira de nous quand on sera mort, mais ça sera peut-être concouru justement à l'environnement, à la manière dont on aura échangé avec les personnes de notre entourage. Et donc, C'est c'est clair. pour ça que c'est revenir à qu'est-ce qui aujourd'hui, moi, me fait du bien Ouais. pour être bien, tout simplement. Ce que j'aimerais te poser comme dernière question pour clôturer un petit peu cette conversation, puisque tu es maman justement, quel est le message que tu transmets à tes enfants aujourd'hui sur comment être heureux et épanoui dans la vie?
c'est de faire les choix qui leur plaisent en fait. Là, ils sont tous les trois encore en études. Donc, en fait, c'est faire les choix d'études qui leur correspondent et pas ceux que moi, j'aurais visualisés pour eux. Je vois qu'aujourd'hui, je les accompagne différemment d'il y a 4 ans. Parce qu'avant, j'étais vraiment focus sur les objectifs, sur la réussite scolaire, comme j'ai été élevée, comme j'ai été conditionnée. Aujourd'hui, peu importe les études qu'ils font, du moment qu'ils font quelque chose qui les rend heureux. Donc, c'est vraiment ça que je véhicule auprès d'eux. C'est fais ce qui te plaît. Alors, forcément, réfléchis. Qu'est-ce qui te plaît? Mais à partir du moment où tu l'as trouvé, vas-y. Et ça peut changer. Moi, je serai là pour te soutenir. Oui, et ça peut changer. Ce que tu fais aujourd'hui ne sera pas forcément ce que tu feras dans 5 ans, dans 10 ans. Et qu'est-ce qu'ils font du coup comme études? Alors, l'aîné est en première année de BTS, maintenance des systèmes. Mon deuxième est en première STI 2D, donc avec envie de devenir ingénieur. Et la troisième est en 5e. C'est ce qu'elle veut faire. Et avec plein de rêves. Elle veut faire énormément de choses. Elle a plein de rêves. Donc après, il faudra canaliser, mais au moins, elle a plein de rêves. Et mais après, il y a les profils multipassionnés. Hein. Ça. Aussi, c'est génial. Bah, écoute, on leur souhaite plein de bonheur, tout comme à toi. Merci beaucoup. Dans la suite de tes aventures. Où est-ce qu'on peut te retrouver? On n'a même pas dit ce que tu faisais parce qu'on est effectivement parti volontairement sur qui tu es comme être au-delà de ce que tu fais. on s'y retrouve. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, aujourd'hui, je suis entrepreneur dans le bien-être, notamment en partenariat avec un laboratoire qui est spécialisé dans la préservation de la jeunesse. Je suis également praticienne Reiki. Donc, ces 2 métiers me permettent vraiment d'accompagner les personnes à prendre soin d'elles de manière personnalisée. Et puis, on me retrouve sur LinkedIn, sur Instagram. J'ai également une page Facebook. Ok, très bien. Écoute, je mettrai tous les liens en description de l'épisode. Merci beaucoup pour le temps accordé et pour tout ce que tu nous as partagé. Je suis certaine que ça résonnera auprès de plein de personnes et j'espère et j'en suis sûre qu'il y aura plein de billes et de clés qui résonneront pour les aider à cheminer eux aussi pour se mettre au centre de leur vie, au service aussi des autres. On peut le dire comme ça. Voilà, c'est totalement ça. De toute façon, on est là pour effectivement se mettre, se mettre en priorité, se mettre au centre de sa vie et tout ça pour pouvoir être bien avec les autres parce que tout seul, on n'est pas bien. Tout simplement. Ça c'est clair, on est tous liés. Ça, c'est... on a besoin des autres et la vie est aussi faite que quand on prend soin de soi, on s'entoure aussi de personnes qui sont dans cette même mouvance, qui sont positifs et c'est un beau mélange. Yes. Merci beaucoup, Corinne. En tout cas, merci Rosanne. Avec plaisir. Un vrai plaisir. À bientôt. À bientôt. Ciao.